Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Enquête PRELIMINAIRE sur le rapport entre la paix et le droit, dans les ECRITS philosophiques de Kant. Une des tâches de la philosophie est de soumettre le cours des événements historiques à la réflexion, dans le but d'y déceler un sens. Cette quête du sens de l'histoire a pris chez Kant l'allure d'un tribunal où sont passés au crible de la critique des affrontements, aussi bien intellectuels entre philosophes qu'armés entre les peuples. Pendant que dans la première critique, Kant s'évertue à pacifier le dialogue entre philosophes en fixant les limites de chaque faculté, dans ses œuvres tardives comme le projet de paix perpétuel ou la doctrine du droit, il préconise la pacification juridico-politique des États et des peuples. Dans cette première partie, nous comptons exposer sommairement l'état du rapport entre la paix et le droit dans les textes fondateurs de la philosophie juridique de Kant. L'exposé suivra un ordre chronologique de la publication de ces textes. Dans un premier chapitre, nous circonscrirons les prémices du pacifisme juridique telles qu'elles ressortent dans les textes de Kant. Dans un deuxième chapitre, nous identifierons les conditions de possibilité du pacifisme juridique kantien. Chapitre 1. Prémices d'un pacifisme juridique. 1.1. Critique de la raison pure, 1781 et 1787. Au moment où Kant écrit sa première critique, il est affligé par les querelles entre philosophes dogmatistes et empiristes en métaphysique. Les premiers prétendent scientifiques leurs affirmations sur l'unité de l'être au-delà de la pluralité des êtres. Kant leur reproche leur opiniâtreté et leur manque d'esprit critique. Ils veulent bien se servir de la raison sans en évaluer le pouvoir propre. Kant n'hésite pas à dénoncer leur présomption de progresser seulement avec une connaissance pure par concept, la connaissance philosophique, d'après des principes tels que ceux que la raison emploie depuis longtemps sans chercher à savoir comment et de quel droit elle y est parvenue. Les seconds, les empiristes, prétendent qu'aucune connaissance n'est valable en dehors de l'expérience. Ils peuvent être précieux pour permettre à la métaphysique spéculative de ne pas s'égarer dans des illusions. Cependant, leurs principes n'ouvrent pas le chemin qui mène au fondement, à ce par quoi et ce pourquoi les choses sont l'affrontement entre ces deux courants à transformer la philosophie en champ de bataille. Avant de proposer une pacification juridico-politique, Kant se donne comme devoir de pacifier d'abord le monde des philosophes. Pour Kant, le criticisme doit mettre fin au champ de bataille de la métaphysique, apaiser durablement les conflits, antinomies, contradictions, dont la raison est victime, et qui expliquent le désintérêt des contemporains pour la métaphysique. Par cette révolution scientifique de la métaphysique, Kant veut donc pacifier définitivement la philosophie et réconcilier la raison avec elle-même. Il veut procurer enfin à la raison un calme définitif, un repos stable, un lieu sûr où elle puisse se poser et se reposer, sans être déchirée par les combats sanglants que se livrent dogmatiques et empirico-sceptiques dans l'arène de la philosophie. Selon le diagnostic kantien, s'il y a conflit et polémique en philosophie, c'est parce qu'il y règne une anarchie. Les acteurs se lancent dans la polémique sans se donner une règle à suivre, un code de conduite qui permettrait le respect de la position des uns et des autres, et la limitation des ambitions de chacun selon la nature de ses arguments et les moyens de son raisonnement. C'est à cette condition que la raison sortira de son enfance prolongée par les dogmatiques à cause de leur manque d'esprit critique. Elle dépassera aussi sa crise d'adolescence marquée par le scepticisme issu de l'empirisme pour se comporter en adulte mûr, réconcilié avec lui-même, qui connaît et accepte les limites de ses ambitions, la raison pure et qui sait tirer de l'expérience, raison pratique, les principes de son agir dans le monde. C'est seulement après avoir balayé devant sa porte, après avoir enlevé la poutre dans son œil, que le philosophe criticiste peut proposer au monde politique des articles susceptibles de ramener la discipline et la paix durable dans les rapports entre citoyens, entre États et dans le monde. C'est à cette tâche que s'attellera Kant dans le deuxième texte sur la philosophie de la paix. 1,2. L'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, 1784. Dans ce texte, Kant affiche sa volonté de ne plus limiter sa réflexion au monde des philosophes, mais de l'étendre aux dimensions cosmopolitiques de l'histoire. À partir du moment où nous acceptons que l'usage de la raison ne soit pas le monopole d'une tranche de l'humanité,
Il faut alors croire et espérer l'unification de tous les peuples par les lois universelles de la raison. Pour Kant, cette unification est la seule fin de l'histoire capable d'instaurer une paix perpétuelle et universelle dans le monde. Cependant, sa réalisation doit se faire progressivement, en commençant par une paix civile entre citoyens obéissant aux mêmes lois qu'ils se sont données au sein de leurs républiques respectives. Ensuite, une paix entre États républicains dans le respect de la souveraineté des uns et des autres, et enfin, par une paix cosmopolitique qui suppose une union fédérative pacifique juridique des peuples, Völkerrecht, sous forme d'une république mondiale, Weltrepublik. En présentant la marche du monde vers la paix perpétuelle juridico-politique, Kant souligne à la fois la différence et la ressemblance, l'hétérogénéité et l'homogénéité, entre la structure intérieure verticale de subordination des citoyens aux souverains propre à la paix civile, et la structure extérieure horizontale de coordination, confédération, des peuples États souverains au sein d'une alliance de paix, société fédérative, amphictyonique des nations. Le point commun entre la paix civile et la paix internationale est que la paix ne peut être établie et maintenue que par le droit, par la soumission libre à une loi externe. Mais ces deux types de paix diffèrent en ce que, dans le droit civil, les citoyens acceptent de se subordonner à un pouvoir souverain, alors que dans le droit international les peuples-États refusent d'abandonner leur souveraineté et de se soumettre à la contrainte supérieure d'un État souverain législateur. Kant poussera son analogie plus loin, jusqu'à subordonner la paix perpétuelle universelle à la paix civile réalisée par les États républicains. Le progrès vers la fin de l'histoire est séquentiel. Toute tentative aléatoire qui ne respecte pas les étapes n'accouchera que d'une paix mort-née. Dans cette marche progressive vers la paix perpétuelle et universelle, la raison n'est pas abandonnée à son sort, les hommes peuvent espérer une aide de la nature, qui désigne un mécanisme déterministe des inclinations humaines et une sage providence à l'œuvre dans l'histoire, sorte d'intention raisonnable orientant le genre humain vers son télos moral. Une telle aide secrète est nécessaire pour donner de l'optimisme à ceux qui se décourageraient devant l'insociable sociabilité propre à tout homme. Ce concours de la nature reste minimal par rapport à ce que représente la paix perpétuelle. Cette dernière suppose un accord moral tandis que celle de la nature suppose un accord pathologique. L'anthropologie juridique conçue par Kant, dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, dépeint l'humanité non pas comme un fait de la nature, mais de la culture. Il ne suffit pas de naître d'un homme et d'une femme pour agir humainement. Il faut pour cela user de sa raison pour façonner son existence d'après ses propres fins. L'homme est foncièrement marqué par une dualité ambiguë des besoins. Il est en même temps sociable et insociable. D'une part, il a besoin de socialisation pour vivre son humanité avec ses semblables. D'autre part, il est marqué par un penchant à l'isolement et à l'autonomie. C'est cette dualité ambiguë que représente l'insociable sociabilité décriée par Kant, et qui donne à la nature sa raison de se positionner en auxiliaire des bâtisseurs de paix dans le monde. Cependant, le désir de rapprochement entre les humains, vécu comme un besoin naturel, engendre forcément la discorde et met en danger les intérêts individuels et collectifs. Pour s'en sortir, naturellement, l'homme est forcé, malgré lui, de s'associer aux autres pour constituer une société civile, droit public interne, de se soumettre à des lois publiques externes de contrainte et à un souverain maître. Naturellement aussi, le rapprochement des États sera à la base de la constitution d'une société internationale cosmopolitique. Les institutions fondées sur une telle ruse de la nature n'ont pas la même consistance que celles fondées moralement, elles ne sont qu'une garantie minimale de la paix civile internationale. Enfin, il est à noter le fait que Kant connaît parfaitement le contenu des projets de paix de ses prédécesseurs comme l'abbé de Saint-Pierre et Rousseau pour ne citer que cela. Il cherchera à se démarquer de leur optimisme idéaliste et naïf en proposant un projet historiquement réalisable dont le temps et l'espace restent indéfinis. Le choix de l'évolution de l'homme dans la Bible, comme paradigme pour son texte sur les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, vient marquer son réalisme modéré par le caractère indéfini du temps et de l'espace biblique. 1.3. Les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, 1786. Les extraits relatifs à la paix dans ce texte veulent prolonger la réflexion entamée dans la critique de la raison pure sur la nature même de la paix perpétuelle.
Cette dernière n'est pas à confondre avec une soi-disant paix éternelle oisive perdue à cause d'un péché originel, et qui un jour nous sera restituée. La tâche du philosophe éclairé par la raison est d'arracher ses contemporains à l'illusion nostalgique d'un paradis perdu, pour les engager dans une lutte armée juridiquement pour la paix. La paix perpétuelle annoncée, comme principe téléologique de l'engagement de l'homme pour la vie en collectivité, n'a rien de commun avec un mirage onirique d'une île tranquille où, dans une oisiveté tranquille et une paix perpétuelle, l'homme passerait son existence à rêver ou à frelater. S'attacher à une telle illusion, c'est refuser de renaître comme homme ou de vivre son humanité. C'est par la rupture avec le naturel que l'homme se découvre armé, et engagé dans une lutte pour la paix dans son environnement. Elle le pousse à supporter patiemment la fatigue qu'il est, à rechercher le faux éclat qu'il méprise et à oublier même la mort qui le fait frissonner, au profit de toutes ces bagatelles dont la perte l'effraie encore plus. C'est à cette condition que l'homme se libérera de cette hétéronomie où la nature tente à le bercer, pour s'affirmer dans l'autonomie, et s'autoproclamer responsable de l'allure de sa marche vers sa destinée. Telle est l'antinomie de la civilisation comme nous l'indique Gérard Rollet. L'accession à la raison et à la liberté qui conduit l'homme vers plus de moralité est en même temps la cause du mal. Fidèle à sa méthode transcendantale, Kant précise que le maître de cette progression n'est pas l'individu empirique, mais l'humanité considérée comme un a priori de la raison pure. 1.4. La critique de la faculté de juger, 1790. Dans sa troisième critique, Kant se donne comme objectif de définir les conditions de possibilité de l'autonomie de notre faculté de juger. Cette dernière concerne la capacité inscrite en tout homme de désirer. Kant est convaincu qu'en identifiant les lois qui président à notre sentiment de plaisir ou de déplaisir, de satisfaction ou d'insatisfaction, nous gagnerons en y dégageant celles qui favorisent l'autonomie de notre désir et l'élèvent par conséquent à la morale grâce à la liberté qu'elle assure au sujet raisonnable. De telles lois, qui permettent à notre désir de se libérer des passions et des déterminations sensibles particulières, ne peuvent être que des lois de la raison. Une faculté de juger, qui se met sous la protection de ces lois, assure son émancipation par rapport à l'arbitraire des particuliers, et s'élève à la culture de l'universel. Appliquée à l'appréciation des formes d'organisation de la vie en collectivité, cette critique kantienne de la faculté de juger se donne comme devoir de démasquer les lois qui président au choix de telle ou telle forme de vie collective. Si ce choix dérive d'un goût que Kant appelle empirique, c'est-à-dire basé sur des expériences de sujets empiriques, un tel choix ne peut prétendre à l'universalité, car il ne relèvera pas le défi que lui posera la diversité des capacités sensitives des sujets. Devant cet échec, le citoyen ou la collectivité particulière ne peut rien faire d'autre que de se réfugier dans le relativisme, en militant pour une juxtaposition des choix antithétiques, ou dans le totalitarisme, en imposant le goût des particuliers à l'ensemble de la communauté politique. La paix issue d'un tel choix n'est que relative, et ne dure que tant que l'équilibre des forces sera maintenu, et que les citoyens renonceront à l'usage de la raison dans l'appréciation de l'allure de leur progression vers la finalité commune. L'irruption de la raison dans l'usage de la faculté de juger éveille le sujet ratiocinant à la prétention à l'universalité. Le goût ne se contente plus des arguments empiriques des sujets particuliers, mais cherche à atteindre la possibilité maximale de la communication avec les autres sujets. Kant appelle ce goût le goût ratiocinant. Il en parle en ces termes. Il est aussi un bon goût dont la règle doit être fondée a priori, parce qu'elle proclame qu'il y a nécessité et donc quelque chose de valable pour chacun, dans la façon d'apprécier la représentation d'un objet en rapport avec le sentiment de plaisir ou de déplaisir. La raison se trouvant de la sorte secrètement impliquée, bien que son jugement ne puisse se déduire de principes rationnels qui permettent d'en donner une preuve. On pourrait nommer ce goût ratiocinant, à la différence du goût empirique, c'est-à-dire du goût du sensible, celui-là étant gustus reflectens et celui-ci gustus reflexus. Il va sans dire que l'usage de la ratiocination dans le choix des formes de vie collective, ou dans la détermination des finalités de celle-ci, ne se fait pas dans le calme tranquille et imperturbable des sceptiques, ou dans l'obéissance aveugle du totalitarisme. L'unité des jugements, par-delà leur diversité empirique,
et son universalisation dans la paix perpétuelle est le fruit d'un combat où chaque individu fait sienne la même prétention à l'universalité que l'humanité procure. La paix issue de ce combat rationnel est une paix active à désirer jalousement l'attachement absolu à cette finalité pacifique, explique l'ardeur à s'engager dans cette guerre pour la paix perpétuelle. La grandeur de cette cause, et la passion qu'elle suscite dans les individus ou peuples qui ont choisi de vivre leur métier d'homme, pousse Kant à accorder paradoxalement à cette guerre le qualificatif de sublime, bien sûr à condition que les règles de la raison soient respectées. Lorsqu'elle est conduite avec ordre et dans le respect sacré des droits civils, la guerre elle-même est en quelque manière sublime et elle rend du même coup la manière de penser du peuple qui l'a conduite ainsi d'autant plus sublime qu'il s'est exposé à des plus nombreux dangers, auxquels il a su faire face courageusement. En revanche, une longue paix fait régner le simple esprit mercantile, et avec lui l'égoïsme bas, la lâcheté, la veulerie, d'ordinaire elle avilite la manière de penser du peuple. Une telle appréciation ne peut étonner que celui qui ignore la sympathie de Kant à l'égard des idées de la Révolution française. Cependant, de par sa formation, il sait combien les idées de Rousseau étaient critiquées en Angleterre par Burke et en Allemagne avec des arguments tirés du texte du juriste Archenwald, l'art politique d'après ses premiers principes. Il connaît les accusations du chancelier de Hanovre, Rehberg, dans ses recherches sur la Révolution française. Tous ne jurent que par la dualité quasi manichéiste qui règne dans le binôme théorie et pratique. Selon eux, on ne peut déduire d'une théorie, même vraie, une quelconque pratique politique qui reste fondamentalement un art empirique. Le théoricien qui passe à l'action ne peut être qu'un terroriste. C'est pour répondre à ces accusations, et surtout faire une mise au point dans sa polémique avec Garve qu'il écrit Théorie et pratique. 1.5. Théorie et pratique, 1793. Par théorie, il faut entendre le système des lois issues de l'effort de la raison pour discerner les limites de ses ambitions d'autodétermination, et la contribution de la nature dans sa marche vers sa finalité. Par pratique, il faut entendre le système des lois issues de la liberté de la raison sans l'appui des arguments transcendantaux. Le problème que Kant cherche à élucider est celui de la nature du rapport entre ces deux systèmes. Le rapport de coordination et donc de complémentarité est-il justifiable comme semble le suggérer la conjonction de coordination employée dans le titre ? La concrétisation de l'idée contemplée dans un laboratoire de philosophie politique, est-elle possible ? Que vaut une telle irruption de la nature, avec sa dimension transcendantale, dans le domaine de la pratique où la liberté règne en maître incontesté ? Derrière cette problématique se situe le problème de l'articulation entre la nature, théorie, et la liberté, pratique, dans leur concours à la réalisation des fins de l'humanité. Toute politique qui choisit de s'appuyer sur la seule théorie pour la réalisation de la finalité de l'être en commun des hommes, fait courir à la communauté le risque de sombrer dans le totalitarisme, à cause des arguments transcendantaux qu'elle contient et ses ambitions morales de perfection. Celle qui ne s'appuie que sur la liberté court le risque de sombrer dans l'anarchie et l'inconsistance. Il nous faut donc une philosophie, une démarche intellectuelle et sage, qui tire sa logique de la théorie et l'allure de sa marche dans le concret de la liberté des hommes. Se trouvant à la charnière entre les deux, elle bénéficie alors des atouts des deux côtés. C'est donc à elle qu'il convient de confier la charge de déterminer les conditions de possibilité de la réalisation des fins de l'humanité. Le droit est cette instance que se donne l'homme en vue d'assurer son autorégulation. Quand cette finalité de la communauté des hommes est la paix perpétuelle, la progression vers elle sera qualifiée de pacifisme juridique. Pour Kant, le problème de la paix ne peut être résolu efficacement que par le droit à cause de son intégration de la théorie et de la pratique. Dans le pacifisme juridique kantien, l'effort volontaire raisonnable des hommes est secouru, à titre auxiliaire, voire de substitut, et en même temps préparé, annoncé et favorisé par une ruse de la nature, providence. Dans le droit, la nature et la liberté entretiennent des rapports de complémentarité. D'une part, la nature complète la liberté en termes d'optimisme et d'espérance. D'autre part, la liberté complète la nature en termes de confiance et de bonne volonté. La nature est à la fois un moyen subsidiaire, supplémentaire, renforçant et épaulant la volonté morale humaine quand elle est défaillante,
et un substitut négatif, un équivalent compensatoire, un surrogate ou succédané, destiné, le cas échéant, à se substituer à l'absence de la volonté morale, à remplacer la liberté déficiente de l'homme. Kant réaffirme encore sa conviction sur le républicanisme et le cosmopolitisme comme voie royale qui mène vers la paix perpétuelle. Si les peuples ne peuvent pas l'adopter librement, ils finiront par l'adopter par souci de réalisme et de bon sens. En effet, le mode de gestion de la vie en collectivité dans la République suppose une consultation du peuple avant tout engagement dans la guerre. Si l'assentiment des citoyens est exigé pour décider s'il y aura ou non la guerre, il ne serait autrement dans une telle constitution. Il sera tout naturel que du moment qu'il leur faudrait décider de supporter tous les maux de la guerre, tels que combattre en personne, subvenir aux frais de la guerre avec leur avoir propre, réparer péniblement les dévastations qu'elle entraîne après elle, pour combler la mesure, se charger finalement du fardeau d'une dette qui remplira des apostrophes. Amertume, la paix est elle-même. Ils réfléchissent mûrement avant d'entreprendre un jeu aussi pernicieux. Sur le même registre de la réflexion qui fait naître chez les peuples en guerre le bon sens pragmatique, Kant ajoute pour le cosmopolitisme que la misère qui naît des guerres incessantes, dans lesquelles les États recherchent l'abaissement et la soumission des autres, doit finalement les amener, même contre leur volonté, à en venir à une constitution cosmopolitique. Cette misère n'en doit pas moins les contraindre à une condition qui, pour n'être pas une république cosmopolitique sous un chef, est cependant une condition juridique de fédération selon un droit des gens concertés en commun. Chapitre 2. ELABORATION des conditions de possibilité du pacifisme juridique. 2.1. Projet de paix perpétuelle, 1795. Le projet de paix perpétuelle met d'emblée son lecteur en face d'un ensemble de règles consignées à la manière d'un code de conduite pour toute personne de bonne volonté, quel que soit son rang social et sa compétence, qui s'est donné pour devoir de participer à l'édification d'un monde où règne la paix non limitée dans le temps et dans l'espace. Tout porte à croire que l'opuscule de Kant est une esquisse d'une rhétorique juridique dédiée aux artisans de la régulation des relations internationales. Kant énumérerait pour eux des interdits, des œuvres à éviter et des impératifs juridiques en vue de maintenir l'ordre et la paix dans les rapports interétatiques. Une telle interprétation du projet de paix perpétuelle confère à son auteur un statut de juriste ou de politologue, dont l'œuvre est à classer parmi les plus belles rhétoriques diplomatiques qui ne cessent d'embellir les bibliothèques des sciences juridiques ou politiques. Pour ne pas faire tort à l'histoire, nous refusons d'accorder un crédit à une telle classification. Toute la carrière professionnelle de Kant s'est déroulée à Königsberg, d'abord en tant que privat-docent, puis comme bibliothécaire à la Bibliothèque royale et enfin comme professeur à l'université. Nous ne refusons pas de constater le choix du style juridique et diplomatique opéré par Kant pour esquisser son projet de paix perpétuelle. Cependant, le contenu reste philosophique. Les articles y sont présentés à la manière d'un code du droit positif d'un état déterminé. Il s'agit pourtant d'une œuvre de philosophie transcendantale, dont les éléments ne sont pas à situer dans l'ordre des faits empiriques, mais dans l'ordre de ce qui doit être, c'est-à-dire dans l'ordre des conditions de possibilité des faits. L'œuvre de Kant est à considérer comme une norme régulatrice de la raison dans le discernement de ce qui est juste ou pas, quel que soit le contexte historique ou culturel du sujet. Par norme de la raison, nous entendons une justification des valeurs humaines, telles que la paix, le bonheur, etc., dont la force de convaincre se situe dans l'argumentation et l'appel au bon sens supposé incrusté dans l'humanité. Kant se positionne alors comme moraliste et non comme diplomate. En effet, sa réflexion traite de l'organisation de la vie collective et du rapprochement des peuples à partir de la paix, comme idéal de l'existence du genre humain. La paix est alors présentée comme idée, ce qui n'est pas donné empiriquement mais qui régule l'être ensemble des individus et des peuples. Suite à cette lumière de la raison pure pratique, l'homme devient capable d'opérer des choix susceptibles d'inventer ou de parfaire la vie politique,
et de la rapprocher empiriquement de sa finalité, à défaut de l'atteindre. L'ouvrage de Kant aurait pu être relégué au rang de science politique, s'il s'était donné comme devoir d'analyser les mécanismes de la conquête et de l'exercice du pouvoir suprême, le pouvoir d'État sans se préoccuper de prendre parti entre les fins poursuivies par les différents acteurs de la vie politique, les idéaux qui les animent. Nous sommes loin d'un ouvrage de science politique qui exposerait une technique de conquête ou de conservation du pouvoir local ou universel. Il s'agit d'un ouvrage de philosophie juridique et politique, dans lequel l'auteur manifeste sa volonté de ne pas se contenter de la description des faits ou de la conquête du pouvoir sur le cours des événements, mais d'aller jusqu'au fondement du cours de l'histoire, ce par quoi celle-ci est possible. N'est-ce pas même le pari de la philosophie politique en particulier depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui est d'organiser une discussion rationnelle des valeurs, des idéaux auxquels les hommes s'attachent pour donner un sens à leur existence. La philosophie politique, en d'autres termes, se propose d'élaborer une justification des choix fondamentaux que l'homme est amené à opérer dans son existence. Elle veut rendre raison du parti que le citoyen est invité à prendre entre telle ou telle manière d'envisager la vie en commun, la vie politique. Le projet de paix perpétuelle est avant tout une systématisation d'un idéal politique, selon une méthode propre au criticisme. Kant y consigne son point de vue, son opinion politique sur la marche des idées dans le combat pour la paix dans le monde. Par sa participation à la discussion des idéaux de paix de son époque, déchirés par des guerres, mais aussi marqués par des initiatives de paix, Kant, comme tout bon philosophe, ne cache pas son ambition de donner à son discours une prétention universaliste. Il veut par là saisir l'humanité réconciliée avec elle-même, par-delà la multiplicité des conflits et horreurs de la guerre qui ternissent son image dans le monde, et pousse les gens comme Moses Mendelssohn à peindre de manière très noire l'humanité et lui dénier toute perspective de progrès. La nature de cette réconciliation transcendantale déjoue toute ruse de la raison qui veut en déterminer son essence à travers des catégories de l'entendement. La critique de la raison pure a déjà fixé à la raison analytique les limites de ses ambitions. Il ne lui reste qu'à consentir a priori aux idées, en tant que condition formelle de la pensée. C'est à ce consentement que l'œuvre de philosophie transcendantale de Kant invite ses lecteurs. Les conditions de possibilité de l'effectivité d'une paix perpétuelle y sont exposées sous forme d'un code juridique, sans pour autant s'imposer comme dans les tribunaux. Nous sommes sur le terrain éthique où la libre adhésion est de rigueur, et la fidélité à la parole donnée garantit l'accomplissement de l'action. Faut-il qualifier le projet de paix perpétuelle comme étant la 4e critique de Kant, qui serait consacrée à la raison politique? Kant chercherait-il à fixer les limites de la raison, dans la détermination des conditions de possibilité de l'être ensemble des humains? La tentation de répondre par l'affirmative est grande, d'autant plus que nous avons présenté les propositions kantiennes comme décrivant l'idée régulatrice de la paix. Cependant, nous trouvons judicieuse la remarque de Olivier Desquins quand il dit que Kant n'a jamais écrit de critique de la raison politique. Alors qu'il a entièrement déterminé les conditions de possibilité de la connaissance, qu'il a su refonder en la raison la morale, qu'il a élaboré les principes d'un jugement esthétique universel, il n'a pas construit de système unifié de fondement de la politique. On peut le déplorer, mais il ne s'agit nullement d'un manque accidentel. 2 explications peuvent être avancées. D'abord, la politique n'est pas un objet dont pourrait se saisir la philosophie, mais un problème qui concerne toute la philosophie, et non seulement un ouvrage particulier. Plus fondamentalement, la politique est peut-être un domaine qui résiste à toute tentative de compréhension synthétique, par la complexité et la diversité des difficultés qu'il soulève. Ainsi, rendre compte avec une certaine probité philosophique de la politique exige du philosophe qu'il adopte une pluralité de points de vue et de méthodes respectueuses des différents aspects de la question. Même si Kant n'a pas écrit une critique de la raison politique, Olivier Desquins reconnaît que la question politique a été abordée par Kant selon une pluralité de points de vue qu'il classe en 3 registres. Le premier registre peut être qualifié d'anthropologique et de téléologique. Son objet est de réfléchir, sur la base de ce qu'est réellement l'homme, à ce qu'on peut attendre de l'humanité. L'analyse de la nature humaine doit permettre d'élaborer les fins de l'homme,
télos signifie la fin, qui rendent intelligible l'histoire et donnent des raisons d'espérer un certain progrès. 3 textes sont classés dans ce registre: l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, la critique de la faculté de juger, le conflit des facultés. Le second registre est normatif. Kant considère alors le problème politique du point de vue des principes rationnels que l'on doit avant toute expérience lui appliquer à titre de normes absolues. Sont classés dans ce registre la doctrine du droit et la critique de la raison pratique. Le dernier registre est plus technique. Il s'agit de réfléchir à ce que peut faire le politicien, le juriste et le citoyen dans des situations particulières ou dans des domaines d'application spécifiques. On trouve dans ce registre certains extraits de la doctrine du droit, de Qu'est-ce que les Lumières, de théorie et pratique, de conflits des facultés et de projets de paix perpétuelle. La paix annoncée par les propositions kantiennes n'est donc pas quelque chose qui s'élèverait au-dessus de toute expérience, mais ce qui certes précède a priori sans être destiné cependant à autre chose qu'à rendre possible uniquement sa connaissance empirique. Kant est certainement convaincu que les rapports entre États peuvent se pacifier par le droit, bien qu'un tel pacifisme juridique soit un idéal, la paix de ce monde finira par advenir. La paix envisagée dans la première critique est philosophique, et envisage à cet effet une réconciliation de la raison avec elle-même. Elle ajuste ses ambitions à ses limites et n'obéit qu'à celui qui la prend pour ce qu'elle est. Ses propositions gardent leur prétention à l'universalité sans perdre le caractère immanent de leur réalisation. L'étoffe de la paix envisagée dans le projet kantien est juridico-politique. Elle partage alors le même uniforme que sous la plume des autres pacifistes tels que l'abbé Saint-Pierre et Rousseau, pour ne citer que cela. Ils ont en commun le fait de mener leurs réflexions dans un contexte d'après-guerre. Tel est par ailleurs le constat de Michel Cramp, Casnabet quand elle dit que c'est en général après une période de conflit, de violence, de guerre que fleurissent les réflexions au sujet de la paix, d'une éventuelle société des nations. Le plénipotentiaire de la paix d'Utrecht, l'abbé de Saint-Pierre, écrit après les guerres de Louis XIV, un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe en 1713 à 1715. C'est pendant la guerre de 7 ans que Rousseau écrit en 1756 à 1760 sa critique de Saint-Pierre dans Écrit sur l'abbé de Saint-Pierre. Le projet de paix kantien est écrit en 1795. Kant a connu les guerres conduites sous la Révolution française. Par le traité de Bâle, 5 avril 1795, la Prusse reconnaît à la France le droit d'occuper les territoires de la rive gauche du Rhin. Par le traité de La Haye, 16 mai 1795, la Hollande cède à la France la Flandre et Maastricht reste pour les révolutionnaires à vaincre l'Autriche, l'Angleterre. La guerre de Vendée fait rage. C'est dans ces conditions que Kant élabore son projet de paix perpétuelle. La postérité de Kant lui donne l'avantage de se démarquer des dérives utopistes et de la naïveté de ses prédécesseurs, pour inscrire la réalisation de son projet dans un avenir indéfini. Cette clé de lecture historique nous pousse à classer l'opuscule de Kant parmi les œuvres qui traitent de la philosophie de l'histoire. Le projet de paix perpétuelle serait alors un complément de l'idée d'une histoire universelle de l'humanité. Cette clé de lecture tire manifestement son origine dans la théologie de l'histoire, telle qu'on la retrouve chez des théologiens chrétiens comme saint Augustin. Le rapport qu'entretiennent la nature-providence et la liberté chez Kant peut être analogue à celui de la nature et de la grâce chez saint Augustin. En effet, pour ce dernier, le dessein de Dieu se réalise dans le monde sous la responsabilité d'un homme assisté par la grâce. Cette dernière ne vient en aucun cas se substituer au libre arbitre de l'homme. La grâce n'annule pas la nature. Il en est de même pour Kant quand il envisage la réalisation de son projet dans le monde. Le concours secret de la nature-providence dans le progrès vers la paix perpétuelle exige de la part de l'homme une autonomie par l'usage de la raison. La paix perpétuelle envisagée par Kant n'est pas naturelle, elle est avant tout humaine. 2. L'annonce de la prochaine conclusion d'un traité de paix perpétuelle en philosophie, 1796. Kant présente la paix dans la philosophie comme une volonté de l'homme de se réconcilier avec lui-même et avec ses semblables. En cherchant à être en paix avec lui-même, l'homme témoigne d'un désir de retrouver un certain équilibre dans ses réactions face aux multiples sollicitations de l'environnement avec la spontanéité de la raison.
Il s'élève par-delà des opérations purement instinctuelles pour s'engager dans une lutte perpétuelle en vue de conquérir ou de pérenniser la paix intérieure. Dans ses rapports avec les autres, l'homme à la conquête de la paix ne se contente pas d'une quiétude intérieure qui le maintiendrait dans une juxtaposition avec d'autres sujets pacifiés. La rationalisation de l'être ensemble ne peut pas se passer de la polémique. Il s'agit d'une disposition naturelle commune à tous ceux qui prennent au sérieux leur métier d'homme raisonnable. Loin d'être antithétique à la paix, la polémique issue de l'usage de la raison est bienfaisante et rend sage le philosophe dans la mesure où elle maintient en éveil la conscience de son humanité. Il se pose alors la question de la nécessité et du rôle de la philosophie dans la lutte pour la paix. Comment définir le statut du philosophe dans la lutte pour la pacification intérieure et extérieure ? Le maniement des outils philosophiques dans ce contexte revient-il à toute personne douée de bon sens ou exige-t-il une certaine compétence ? Peut-on aboutir aux mêmes victoires en se servant d'autres formes de connaissances ? Pour aborder cette problématique, Kant fait usage de l'analogie tirée de la médecine. La philosophie doit agir thérapeutiquement comme remède materia medica, remède dont l'usage exige des administrateurs et des médecins, ces derniers ont seuls le droit de prescrire cet usage. Cette analogie appliquée à la recherche de la paix nous pousse à classer cette dernière parmi les droits liés à la condition humaine. Une personne ou une société humaine privée de la paix est à comparer à une personne ou une société malade. De même que le malade est privé de son droit à la santé, de même la personne ou la société en guerre est privée de son droit à la paix. La recherche de la paix est à considérer comme un devoir, un impératif, pour non seulement lutter contre le danger de la corruption et la déchéance de l'humanité, mais aussi et surtout pour restaurer cette dernière dans ses droits. Le statut du philosophe et de la philosophie est à définir dans le même contexte analogique. Pour être efficace, l'action sanitaire exige la compétence du médecin et la qualité du médicament ainsi. Il faut aussi veiller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.